allons-y, finissons-en. Ouais, ma maman, elle veut que je sois au lit à 9h30. Parfait, suivez-moi. On continue notre soirée consacrée aux geeks avec un petit événement dans le paysage télévisuel français. Bon, allez les mecs, le moment de vérité est arrivé. Et ouais, Spider-Man a beau cartonner au box-office, le manga exploser les ventes en librairie, le monde des figurines prendre une ampleur hallucinante et le jeu vidéo engendrer un chiffre d'affaires supérieur à celui du cinéma, nos petits cerbères de la télévision française continuent de se foutre la tête dans le sable. Vous voulez rire? Peut-être parce que les geeks ne sont pas les spectateurs les plus débiles et qu'ils ne sont pas prêts à consommer n'importe quoi en attendant de finir à l'hospice. Pourquoi tu te marres? Du coup, le documentaire que vous allez voir de suite, intitulé Suck My Geek, est réalisé par une belle brochette de fanboys tarés. Tristan Schulman et Xavier Sayanov fait office de pionniers du genre. Bon d'accord, vous allez me dire que je ne suis pas d'une folle objectivité, puisque vous verrez aussi mon crâne d'œuf dans le documentaire, et vous avez parfaitement raison. Sauf que produire nous-mêmes une radioscopie sincère de cette culture était le seul moyen d'être sûr qu'on rende justice aux geeks. Parce que sérieux, je n'ose même pas imaginer ce que le même sujet aurait donné entre les mains d'une bimbo formatée ou d'un bobo cynique. Ouais. Bref, voici un véritable hommage aux geeks, sans prétention ni exhaustivité, qui veut avant tout donner un éclairage global sur les multiples facettes de cette communauté. Un hommage qui, je l'espère, suscitera la fierté de tous les geeks de France et de Navarre et donnera aux autres l'envie d'en devenir un. Putain, c'est vraiment bon. Parce qu'une fois qu'on a goûté à l'esprit et aux valeurs de la communauté geek, difficile de revenir en arrière. Mais je vous rappelle que cette nuit geek ne s'arrêtera pas là. Après le documentaire, vous pourrez voir le sublime labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, suivi d'un épisode jouissif de South Park consacré à la dure vie de No Life dans le monde de World of Warcraft, Oh, tu as fait une belle crotte, mon chéri. et du Sauvage, la colline à des yeux, remake du mythique film de Wes Craven par le réalisateur français Alexandre Aja. C'est pas un endroit pour les enfants. Si avec tout ça, vous n'avez pas envie de devenir un geek hardcore, autant zapper. Vous verrez, il y a plein de trucs bien pour les vieux sur les autres chaînes. Bon film et bonne nuit geek sur Canal+. Vous avez forcément déjà croisé la route d'un binoclard étrange, fasciné par les sabres laser, les super-héros et tous les mecs avec des oreilles en pointe. Je pense que quand j'étais petite fille, j'étais un petit peu amoureuse de Spock. Nous, on a dû être mordus par un comics radioactif. On aime beaucoup avoir des discussions à l'ancienne sur qui c'est le chevalier du Zodiac le plus fort. Ça fait toujours rigoler, ça. Accro à la science et aux mythologies, fan de science-fiction, cinéphage, rôliste, gamer, dingue d'informatique, notre passion n'a aucune limite. Trop passionné, oui. Je suis trop passionné. Pendant de longues années, notre goût pour l'irréalité nous a marginalisés. Nous étions les nerds. Piloter des robots de combat, ça c'était un peu mon rêve. Mais la société a subi une mutation, et nous avec. Dans la vie réelle, quand je veux causer avec quelqu'un qui est dans le métro, je suis jamais qu'un inconnu. Alors que si je me ramène sur Internet, je suis Magical Tux. Nous avons formé une communauté. Nous avons accédé aux grands pouvoirs et aux grandes responsabilités. Ma passion des arts martiaux et des sports de combat, je suis sûr qu'elle est liée aux super-héros. Nous avons pris le contrôle des machines. Combien sommes-nous? Impossible à dire. Une seule certitude, nous sommes partout. Et plus nombreux chaque jour. Nous sommes les geeks. Bon, je me suis jamais habillé en pyjama pour aller sauver des gens dans la rue. Ça n'a jamais été non plus mon délire profond. Il y a autant de définitions du geek qu'il y a de geeks sur la planète. Il y a des gens qui en feront partie sans même le savoir. Bienvenue dans notre univers.
créer des figurines un peu de tout et de n'importe quoi. C'est ça qui est bien aussi, c'est que quand on est geek, on a une ouverture d'esprit en général telle qui fait qu'on peut s'intéresser à n'importe quoi. Là, c'est un truc aussi, une petite console qui s'appelle la Neo Geo Pocket. Et en général, les geeks, quand ils en ont une, ils s'en servent de réveil. Parce qu'elle fait réveil. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc le matin, on se fait réveiller par sa console. Tout le monde a au moins un petit X-Men chez soi. C'est très rare aussi un geek qui n'ait pas de poster. Un des trucs qui peut définir un geek, c'est qu'en général, quand il est concentré sur quelque chose, il est concentré. Je sais pas si ça coûte cher, mais ça coûte tout ce qu'on a. Je suis geek au point de aussi garder les boîtes vides. Le geek, c'est quelqu'un qui fonctionne à l'affectif, et il y a trop d'affectif. Si j'avais pas été influencé à certains moments de ma vie par certaines œuvres, peut-être que je m'intéresserais seulement à des choses, peut-être pas matérielles, on peut avoir aussi une vie spirituelle, mais peut-être pas aussi imaginaire, peut-être pas aussi pleine d'influences et pleine d'univers aussi variés. Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Le livre que je considère comme ma Bible. Quand je le lisais, Le Seigneur des Anneaux, je me disais jamais personne fera un film, c'est dommage. L'Heroic Fantasy, enfin réalisé au cinéma, quoi. Dans toute sa splendeur. Et Spider-Man. Ah, Spider-Man. C'est le meilleur personnage du monde. Représente. C'est le héros générationnel auquel on peut s'identifier. Regarde-moi, regarde Peter Parker. Moi, j'ai juste un petit handicap par rapport à lui, c'est que j'ai pas été piqué par une araignée radioactive. Voilà. Peter Parker, ouais, a beaucoup été, je dirais pas un modèle, mais une résonance de ce qu'on vivait au lycée. C'est-à-dire être amoureux d'une fille qui nous regarde, qui nous voit même pas, être la risée de ses camarades, tu vois, être le gentil, et qu'au final, tu te fais écraser, quoi. Je sais pas, Star Wars, c'est une catégorie à part ou pas? Ouais, c'est plutôt ça, alors. Moi, le premier film que j'ai vu en salle, c'était Star Wars. Dès ce jour-là, j'étais foutu, quoi. Il n'y avait aucune chance pour que je devienne quelqu'un d'à peu près normal et intégré à la société. You know, I was 7 years old in 1977. I remember this kid, John Kovic, in my class, bought the early bird special edition pack of like 4 figures. I think it was Luke, Leia, maybe R2-D2, and a Darth Vader. And I was like, what's that? He's like, you're from Star Wars. What, are you an idiot? You've never seen Star Wars? And I was like, no. So I quickly got my parents to take me to see Star Wars, and that left an indelible impression. Then I became a hardcore Star Wars geek. À un jeune âge, pour toi, c'est carrément une lentille qui va te permettre de regarder le monde dans les années à venir. Je connais des gens pour qui la référence geek ultime, c'est Conan le Barbare. Oh ah, Conan. Ward a jamais écrit Conan, c'est Conan qui a écrit Conan lui-même et c'est Ward qui a juste retranscrit les mots. Pour moi, Conan le Barbare, ça a été fondateur. C'est un film que j'avais vu à l'époque, je sais pas combien de fois. Conan le Barbare m'a amené vers Donjons et Dragons, qui m'a amené vers Elric et qui m'a commencé à amener vers les jeux de plateau. Et des jeux de plateau, j'ai commencé à acheter des figurines, des BO de films, des comic books. I think geeks dig it because you can look at Conan and be like, that's a guy I could never be, but like I dig him because he's strong, he don't take shit, he don't fuck around, and he gets lots of pussy. Matrix. C'est un peu la digestion de toute cette culture populaire à travers le manga, à travers le jeu vidéo, à travers la science-fiction, le comic book. Ce que raconte Matrix me semble logique, c'est-à-dire me semble visionnaire. Il y a un moment où toutes ces machines connectées vont former une entité que plus personne ne contrôlera. Nous nourrissons cette grande pieuvre, et cette pieuvre nous nourrit en retour, et il y a un moment où cette pieuvre va être incontrôlable. Mais nous serons sauvés par les geeks qui trouveront, grâce à leur imaginaire, des mécanismes pour lutter contre les mécanismes précédents. C'est-à-dire on va fabriquer des machines pour lutter contre les machines. Terminator. C'est vrai que ça doit parler un peu aux geeks parce que tu te rends compte que la réalité n'est pas la réalité et que ton univers alternatif est en fait la réalité. Voilà, je viens de réaliser, donc je vais prendre le temps de digérer ça. Ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes qui étaient encore de la sous-culture il y a 10 ans, deviennent aujourd'hui des étendards.
moi, oui, j'aime les comics, j'aime les X-Men, mais c'est juste une façon de dire, de sous-entendre tout ce que j'aime derrière. Je me suis rendu compte récemment d'ailleurs que j'étais un geek Goldorak. Le fait qu'un truc, par exemple, comme Goldorak, puisse me rappeler des saveurs d'enfance j'ai bien conscience que tout ça, c'est affectif. C'est pas Goldorak qui compte. C'est ce que je bouffais pendant, c'est les gens qui avaient dans la maison, pour certains disparus maintenant. Je sais qu'il y a tout ça. Mais ça, c'est une notion très personnelle de l'affection que je peux porter à Goldorak. C'est un tout. Je pense que chez tout geek, mais vrai geek, j'entends, t'as quelque chose, un drame fondateur, tu vois, t'as quelque chose de ta psyché. Chez tout le monde, ça y est, tout le monde a ses angoisses, ses crises, ses remises en question, tout ce que tu veux. Le geek, il en a une, et sa façon à lui de compenser ce vide, cette douleur, cette angoisse, ce refus de la réalité, cette peur du monde, cette peur de soi-même peut-être, ça l'a fait se diriger vers des passions excessives. Moi, je suis pas tombé dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans les jeux de rôle plateau, pour rien, quoi, ou comme ça, ou juste parce que ça me plaisait. Ce qui est étonnant, c'est que je me souviens pas avoir eu, quelque chose qui m'a déclenché tout ça. Je me suis souvent posé la question, et j'en ai parlé à mon père, à ma mère, aux gens de mon entourage. Juste, ils sont en dehors du cinéma, en dehors de la BD, en dehors de cet amour du film de genre, du film de fantasy, du film de science-fiction, dont je n'en ai aucune idée. Je sais pas d'où ça vient. On voulait pas trop dans ma famille que j'ai cette culture. Enfin, on voulait pas. Elle ne semblait pas naturelle pour une petite fille. Qu'on m'achetait plutôt Maya l'abeille que Spider-Man. C'est très décevant. J'ai eu une enfance assez freaks. L'éducation nationale m'estimait pas apte à suivre une scolarité normale. Donc on m'a placé dans des instituts où j'ai côtoyé des trisomiques et des autistes. I grew up fat, right? So I wasn't into athletics or anything like that. I didn't play sports. Tried to play Little League, but I was terrible. I sat bench most of the time. Every once in a while, they took pity on me and throw me out in left field. I come from a working class part of London, and there are no geeks in these working class areas in London. You know, you are expected to fight and beat people up and, you know, drink underage, and that's it. And if you were to tell these people that you liked The Day of the Triffids or Lord of the Rings or Star Wars, they would have cut you, you know. So you had to keep your geekdom, we call it under a bushel, you know. Moi, c'était un peu différent vu que je rejetais en fait les autres. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vaguement essayé de discuter, mais quand j'étais en 6e, j'ai discuté de physique quantique. Et j'ai pas trouvé beaucoup de monde avec qui en parler, donc c'était un peu compliqué. J'ai pas de souvenir de gens qui aimaient autant que moi lire les comics et avec qui je pouvais en parler, voilà, avec une vraie passion, comme un geek. Tu te souviens, la page 27, quand Colossus lance Serval, wow, c'est génial. Et puis là, il a l'air super horrifiant. Et les dessins de John Byrne, ils sont mortels. Et j'étais un peu seul. J'étais vraiment un extraterrestre, parmi les extraterrestres. Il a fallu beaucoup d'années avant que je commence à rencontrer des filles qui aient le même genre de centre d'intérêt que moi. Par définition, c'est un univers masculin, qui ne devrait pas l'être, mais qui culturellement l'est. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer. It would be one thing circa 1984-85 to tell a chick, like, I love Ghost Rider, you know, and they're like, what is it? And I'm like, it's a dude on a motorcycle who his head turns into a flaming skull and he rides the spirit of vengeance. And, you know, and you'd never get a hand job. Moi, si je dois draguer une nana, je vais pas lui dire que j'ai passé 2 ans et demi sur World of Warcraft, sinon je sais que c'est mort. Ça, y a pas photo, mec, c'est clair. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de copines, mais elles sont en JPEG ou en PNG, même en AVI. Quand on rencontre les filles, en général, on arrête les comics. Ou en CD. Nous, on a réussi, enfin, je parle pour moi, à, comment on dit, à négocier ce virage difficile dans la vie d'un geek, c'est-à-dire ne plus être puceau et continuer à aimer Spider-Man et les 4 Fantastiques. Mais rassure-toi, il paraît qu'au bout d'un moment, ça revient, donc peut-être l'es-tu à nouveau. Merci. Le geek ou le nerd ont encore l'image du puceau, du mec à boutons, qui sait pas se débrouiller avec les nanas. Ben, à la base, hein, c'était quand même les nerds. Et à la base, les nerds étaient des gens rejetés, des gens timides, des gens pas aisés, donc pour qui c'était pas facile la sexualité, pour qui c'était tabou. Mais je ne suis pas frustrée. Je ne suis pas frustrée.
Non. Non, je suis pas frustré. Ce qui retarde un peu ça, c'est la déception. La déception du monde sentimental. Le monde sentimental qui est peut-être pas toujours à la hauteur d'un film. C'est pas toujours à la hauteur d'un manga, quoi. C'est plus fade. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que ça peut aider d'être moche pour avoir le temps de t'intéresser à ces choses-là. Parce que à l'adolescence, tu perds ton temps à courir les gonzesses. Ça demande énormément d'énergie et de concentration. Tout ton cerveau est en action pour ça. Et le type qui est moche comme un pou et c'est clair, c'est même pas la peine qu'il essaye, ben celui-ci d'avoir le temps, je sais pas, d'aller dans une bibliothèque, de découvrir les peintures de Gustave Doré et de réaliser que ça ressemble vachement à du Jack Kirby, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de geeks qui baissent que n'importe qui. À une certaine époque, c'est évident. À une époque, c'était évident, mais plus maintenant. The whole thing sounds like you could have easily just replaced the word geek and added gay. Gay, yeah. Like to that entire monologue. It's sort of like, yeah, when I grew up, you know, I was expected to like football and stuff, and I just knew that there was something else to life. I knew that there was a geek inside me struggling to get out. En fait, ça partait d'un peu d'un délire. On se disait, bon, c'est quand même bizarre. On regardait les Sentai japonais, on était tous assez passionnés par ce genre de choses. Et on se disait, mais c'est quand même bizarre, c'est toujours au Japon que les méchants arrivent, que les méchants attaquent. Et en France, on n'a jamais de méchants. Mais si jamais un jour les extraterrestres arrivaient et attaquaient la France, il faudrait bien qu'on ait des super-héros, des Sentai français pour nous sauver. D'où l'idée de France 5. C'est donc ça, les tout-puissants France 5. Ne crie pas victoire trop vite. France 5, transformation. L'idée à la base aussi, c'était de se dire, si jamais des Japonais voient ça, qu'ils comprennent qu'on a vraiment aimé. Qu'on n'était pas dans le trip comme les inconnus, jaune devant, marron derrière. Et camping. La particularité du groupe des geeks, c'est de ne pas vouloir grandir. C'est peut-être un des groupes générationnels qui veulent moins grandir sur nous. Bah écoute, moi je vois la chose là, tu vois, franchement celle-ci elle est belle quoi. Rien à voir avec le film. Voilà, tu vois, là c'est la chose telle que je la conçois. On n'est plus dans le domaine de la figurine propre, quoi, quand t'as un truc comme ça. Faut avouer que bon, bah, c'est beau. À la limite, je vais pas te le cacher, mais tu dis des fois t'as la figurine en toi et tu t'amuses à faire le con avec. Moi je veux tout. C'est le Galactus aussi. Je veux une femme. Je veux une femme. Moi aussi. Une vraie, hein, pas en figurine ni en buste. Montre-nous ce que t'as acheté. Mais je peux pas, ils ont fait des hanches. Non, il peut. Regarde. Non, je t'ai. Regarde, voilà. Regarde comme il est. Bon, le personnage est bien foutu, hein. Mais c'est un renard. C'est moi. C'était marrant. Alors, première question, comment tu fais quand t'invites une meuf chez toi et qu'elle voit ça? Elle va se barrer en courant. Ça intéresse, tu vois, si elle reste, il sait que c'est la femme de sa vie. Exactement. Quand t'as un produit comme Bob l'éponge, par exemple, qui est fait spécifiquement a priori pour les gosses, qui passent le matin à la télé, etc., qu'est-ce qui fait que cette série-là, tu vas la retrouver dans la DVD tech d'un geek sur deux, d'un trentenaire, voire d'un cadra. Si tu vas chez un mec qui a ton âge et qui a Bob l'éponge, tu sais d'emblée, il n'y a pas tortillé du cul pour chez le droit, c'est un geek. Tu paniques alors, j'ai pas Bob l'éponge. Non mais bon, tu y viendras. Le cosplay à la base étymologique, c'est la contraction typiquement japonaise de deux mots anglais, costume playing. On peut voir plein de sens à ça, mais c'est en gros, c'est se faire plaisir en se costumant. Là, t'as l'araignée, là, t'as la migale. Je sais plus comment faut que je fasse le nœud. C'est chiant, ça. Et en fait, ça tient super chaud, cette merde, parce qu'il y a du métal, il y a une plaque de mousse qui fait un peu isolant. Donc en fait, je maigris du front. Il est génial aussi. C'est toi qui l'avais complètement réalisé toi-même, celui-là? Non, ça c'est Cospa, ça. Cospa Japon. D'accord. 75 €.
T'as vu, on a ramené aussi un Venom. Ouais, c'est un symbiote, quoi. Ouais, c'est un symbiote, ouais. Le problème, c'est qu'il aurait dû avoir... Tu l'avais fait, toi, une époque, le Venom noir. Seulement, c'est que c'est con, au lieu de mettre le truc là, ils l'ont mis là. Discussion de Spider-Man. Je vais venir en ninja. Sérieux? Qu'est-ce que c'est la régression? Honnêtement, je sais pas, parce que c'est... est-ce que se faire plaisir, est-ce qu'oublier un peu ses problèmes et être dans son bain, c'est être régressif? Bah, si en parlant du bain, c'est une façon symbolique de revenir à l'enfance. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que c'était une période qui était agréable et où on n'avait pas de soucis, quoi. Mais c'est beau de ne pas vouloir grandir. Moi, c'est les gens qui acceptent foncièrement de ne pas vouloir grandir sont des gens que j'aime beaucoup. J'ai une grande tendresse pour ces gens-là. C'est souvent curieux de voir ce que ça donne d'avoir chez les autres. Moi, je l'ai vu, d'avoir des enfants quand on est geek. Avoir des rapports avec les enfants, c'est attendre aussi qu'ils aient l'âge de jouer au même truc que vous. Quand on a justement des enfants et des ados dans une famille, souvent on a un problème de communication parce qu'on est de générations différentes, on a des... Et ce lien jeu vidéo est assez utile en tant que parent parce que c'est un sujet de conversation qui va en amener d'autres et qui va ouvrir sur le monde. Et c'est rare de pouvoir avoir entre les générations une même passion. C'est assez spécial avec ma mère vu que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, elle est sur Internet, elle joue à des jeux, elle crée des serveurs de jeux, elle a une activité assez geek. À la base, c'est quand même elle qui m'a lancé là-dedans, qui m'a laissé programmer il y a 3 ans. Je peux pas imaginer une vie sans ordinateur, là, actuellement, c'est impossible. Le matin, il faut que j'aille vérifier mes mails, vérifier que tous les serveurs vont bien, discuter avec 2-3 personnes avant de partir au boulot. Et après, au boulot, donc forcément, mon boulot, c'est sur l'ordinateur, je suis sur un ordinateur toute la journée. Et le soir, pareil, je code, je vérifie les trucs, je regarde de l'anime pour me reposer. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, on est très bien. En fait, j'ai passé un certain temps à être coupé complètement du monde. C'est-à-dire que j'avais créé ma société qui me permettait de gagner de l'argent en travaillant pour d'autres sociétés que je connaissais pas, uniquement par Internet. On a juste un petit peu de la main, là. Il m'est même arrivé plusieurs fois pendant cette période de passer plusieurs jours d'affilée devant l'ordinateur sans bouger, juste en mangeant les trucs qui étaient à portée de main. J'ai dû passer peut-être 5-6 mois sans mettre le pied dehors. Bon, ailleurs c'est bon. Donc là, évidemment, ça bouge dans tous les sens. Et si on regarde dessus, j'ai fait 11 284. Voilà. Et vu qu'on passe notre temps assis devant un clavier, à taper sur le clavier, c'est pas très sportif. Ça permet d'avoir un peu de force dans les bras pour quand il y a un ordi à soulever, ne pas être pris au dépourvu. Tous les gens que je connais, je les ai d'abord connus sur Internet. Je les ai rencontrés, on a discuté, on se voit de temps en temps. C'est un petit peu comme si on voyait dans 2 vies en même temps. J'étais sur le net à peu près au tout début dans la francophonie en tout cas. J'avais fait un des premiers sites sur le fantastique en France, des sites sur les jeux de plateau, etc. Et j'étais quasiment toujours le premier à arriver. Donc j'ai pu voir comment ça s'est développé. La culture geek a beaucoup à voir, ça moi j'en suis aujourd'hui convaincu avec le compagnonnage au Moyen-Âge, c'est des types qui dès l'époque employaient des termes qui étaient totalement abscons pour le reste de la population ou qui voulaient pas dire la même chose et arrivaient dans n'importe quel endroit, selon les termes qu'ils employaient, la façon de s'exprimer, ils trouvaient exactement l'âme sœur, on va dire, celui qui était dans la même philosophie qu'eux. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un centre d'intérêt bien particulier sur un mode, ok, moi je suis un fan de comics des années 50, je vais traîner un peu sur Internet et très vite tu vas tomber sur un forum avec que des mecs qui s'intéressent à ça. Everybody can be a journalist, you know, and everybody can talk about things in terms of it's like having the ultimate fan club worldwide. So I think the internet is like sort of a complete watershed moment for geek culture. Il y a un mec qui tient Wikipédia à propos de Kaamelott. Lui, il est hyper précis, mais il est plus précis que moi, quoi. C'est-à-dire, il sait pourquoi j'ai écrit, il sait d'où viennent toutes mes sources, machin. C'est impressionnant. C'est très juste en plus. Lui, il repère toutes les conneries que je fais. J'en fais pas des masses, hein, je vais pas me plaindre, mais il les repère toutes.
toutes systématiquement. Et c'est bien parce que les geeks sont des gens ultra précis et tatillons. Donc ça m'évite de faire des conneries. Je dirais que les bâtisseurs de cathédrales de la sortie du Moyen-Âge, c'est l'équivalent de nos constructeurs d'Internet aujourd'hui, qui a aussi quelque chose. C'est la cathédrale moderne qui a été construite par des geeks, et il n'y avait que des geeks pour comprendre la véritable révolution spirituelle que ça a engagée. Fois que je me suis sentie insérée dans un groupe, c'était un groupe de rôlistes. Si on peut trouver un trait commun entre tous les rôlistes, évidemment une imagination profonde et surtout le besoin de la mettre en commun avec celle des autres. Tu perds 2 points de vie, 2 RP. C'est une brûlure. On voit une espèce de coup de poing qui te traverse à moitié mais qui te laisse une brûlure nette au niveau de l'abdomen. Le jeu de rôle, il permet 2 trucs. Il permet déjà de jouer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la possibilité là-dedans de comprendre que les choses sont relatives. On n'est pas figé à sa propre vie. J'ai une question super intéressante. J'étais borgne ou pas? Moi, j'ai pas mal joué. Pas énormément, mais c'est un truc que je conseillerais. C'est le plus beau jeu du monde, quoi. Quand je conseillerais ça à mes gosses, aux gosses des autres. J'ai suivi un cursus relativement traditionnel. Jeu de rôle, peinture de figurines, jeu de figurines. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à m'étaler là. Les deux qui vont pas commencer. Là où Warhammer apporte beaucoup, et de la même façon que le jeu de rôle, c'est au niveau social, au niveau communication. Là aujourd'hui, je vais jouer contre 3 personnes que je connais absolument pas, je les ai jamais rencontrées. Je tape sur un de tes chiens. Un copain qui est ici, un petit peu plus loin, qui est directeur d'une banque. Moi, je m'occupe de systèmes d'information pour une grande société européenne. On a un copain plus loin qui est éboueur. Il y a plein d'étudiants. C'est vraiment le genre d'événement qui coupe toutes les distinctions sociales, une proximité avec tout le monde, vraiment. Ça m'a plu? Moi aussi. Nickel. Tu m'as tué Morgur, je suis triste. Tout ce qui est MMORPG, jeux en temps réel, etc. J'ai des copains qui y jouent, qui ont le PC qui tourne en permanence, qui même quand ils vont bosser, leur personnage est dans les auberges pour vendre du matos, etc. Dès qu'ils rentrent le soir, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est est-ce que j'ai vendu mon matos, combien de sous j'ai gagné? Et là je dis non, j'ai trop de trucs que je veux faire à côté, je ne veux surtout pas toucher à ça. Tu y trouves des émotions, tu y trouves des responsabilités, tu y trouves des gratifications que tu n'arrives pas forcément à trouver dans ta vie réelle. Alors là, je vais prendre le Griffon. C'est un jeu qui est quand même extrêmement prenant. C'est une course permanente en fait pour rechercher de meilleurs équipements, pour améliorer ses compétences. Alors là ici on a équilibre, combat farouche. Donc ça c'est quand on est en ours. Là on est en face de l'autre. Donc voilà. Donc là moi je vois Xelenia. Donc le perso d'Ézéchiel. Xelenia me voit moi. J'en suis à 109 jours, 11 heures et 2 minutes. Enfin bref, on va passer les détails. Cumulé sur depuis mars 2005. Donc c'est pas beaucoup. Le pitch de ces jeux-là, c'est directement adressé aux mecs qui veulent pas décrocher de la vie virtuelle. Mais oui, c'est un trou avec même pas de camouflage. À un moment donné, tu as besoin de plonger totalement, donc de te dématérialiser pour vivre par procuration. Et là, dans ce cas-là, tu deviens ce qu'on appelle un no-life dans World of Warcraft ou dans d'autres MMO. Là, à l'heure actuelle, je me considère pas comme no-life. Par contre, étant adolescente, là oui, je peux dire que j'étais no-life, donc c'est-à-dire pas d'amis, tout le temps le nez dans un bouquin. J'ai toujours eu l'envie d'aller dans d'autres mondes, et c'est vrai que avant que je me mette sur les jeux vidéo, donc c'était la lecture, énormément la lecture. Tu joues 2 mois pour le jeu, mais après tu joues plus pour le jeu. Dans World of Warcraft, tu joues pour les gens avec qui tu joues. Moi, à la fin, World of Warcraft, j'en avais rien à foutre des donjons. J'allais là-bas parce que j'avais mon copain, ma copine Alcyone, mon copain Cricket, mon pote Salma. C'est vrai qu'on rencontre régulièrement des gens. Tout ça, c'est ma liste d'amis. Elle est assez importante. C'est pas parce que je joue à des jeux vidéo que je suis no-life. Non, pas du tout. Puisque bon, la preuve, on voit des gens, on rencontre des gens, on sort, on fait des concerts. Il s'agit donc d'une IRL, donc les rencontres en vrai. Toutes ces personnes-là ont fait connaissance via World of Warcraft. On a toujours l'image, c'est-à-dire du geek tout le temps derrière son PC. Lui, il vient des alentours de Marseille, je crois. Il vient de Toulouse. On se défoule, on s'amuse.
Quand j'étais gamin, les personnes qu'on considérait comme étant des no-life, c'était des mecs qui passaient leur nuit entière à faire des lignes de programme. Et hier, c'était la première fois que j'allais sortir dans un bar après le boulot pour boire. C'était une expérience sympathique, mais... Et quand tu leur demandais pourquoi ils faisaient ces lignes de programme, ils disaient que c'était pour faire des programmes. Parce qu'après, ils pourraient faire un programme avec leur programme. Et on n'en sortait pas. Aujourd'hui, la société permet à quelqu'un de pouvoir vivre chez lui sans pratiquement jamais sortir. J'ai eu des scènes épiques, j'en aurai encore, j'espère. Quand on a 62 joueurs ou une centaine de joueurs qui viennent dessus, bon, c'est quand même assez impressionnant. Vous pouvez faire l'essai dans un repas de famille, vous demandez à cette personne de venir vers vous en courant, ça quand même, ça remue des choses. On se rattache à l'histoire, aux chevaliers, à la magie, bon, à tout cet univers geek qui vient du Seigneur des Anneaux à la base. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Au lieu de faire du rugby, on fait du jeu de rôle. C'est une collectivisation de l'imagination. Action! Camelot, c'est l'enfant de Warhammer et Donjons Dragons. Moi, j'ai joué au jeu de rôle, j'ai écrit des scripts de jeux de rôle, j'étais maître de jeu. Je m'inspire d'archéologie, de bouquins d'histoire ou de bouquins de technique et mécanique, mais jamais de l'univers d'un autre. Un univers, on n'inspire pas un autre, je trouve. C'est la base universelle de quelque chose qui est aussi simple que les chiffres ou qu'un système numéraire qui inspire quelque chose de littéraire ou de rêveur. Mais les rêves entre eux, c'est vrai qu'il y avait quelques mises en garde au départ du point de vue de certaines personnes de la chaîne ou même de la prod qui disaient les gens connaissent pas forcément bien cet univers-là. Les geeks sont en France, en tout cas à la télé, ça va commencer peut-être un petit peu quand ils se rendront compte que les gens regardent certainement Heroes, Deadwood et des choses comme ça. Mais avant ça, là, en l'état actuel des choses, c'est une tranche d'âge qui n'existe pas. C'est une tranche d'âge, une culture qui n'existe pas. Il y a énormément d'enjeux liés à un diktat social qui est concrètement le premier ennemi que va rencontrer un geek dans sa vie de tous les jours. Combien de critiques on a vu, tu sais, qui ricanent parce qu'ils nous ont vu la larme à l'œil à la fin du Seigneur des Anneaux. Quand tu dis aux gens avec qui tu travailles que tu joues régulièrement au jeu de rôle, tout de suite, on va te parler des joueurs de jeux de rôle qui poignardent leur prof de chimie. C'est la pression sociale. Et la pression sociale, aujourd'hui, dans notre monde, elle conditionne tout. Et notre rapport à nous-mêmes, et notre rapport au travail, et notre rapport aux images, et notre rapport à la culture, à la politique, à l'idéologie, à tout. Tous les jours, à 20h, vous avez des actualités qui vous conditionnent pour qu'on pense que tout le troupeau pense pareil. Les geeks, eux, ils sont pas connectés que à ça. Ils peuvent être connectés à ça, mais ils savent qu'il y a autre chose à côté. Et cette autre chose leur permet de regarder le troupeau avec une perspective. Dès le moment où on a fait ça, on comprend comment le troupeau est conditionné pour avancer dans une direction qui a été voulue par des bergers. Et les bergers, en général, c'est pour nous faire brouter tous la même herbe. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas l'émancipation ou l'ouverture spirituelle du troupeau. L'objectif, c'est juste avancer en rang et faites pas de problème. Comme ce qui est le plus important pour un être humain, c'est de s'intégrer au groupe, certains ont tendance à anesthésier leur tendance à ça. Et ça contribue certainement à les rendre névrosés. Moi, personnellement, ça m'a rendu combatif. On a tendance à l'oublier un peu, mais des magazines comme Télérama, une femme politique comme Ségolène Royal ont amplement, largement contribué à retarder de presque 10 ans l'arrivée de la Japanimation en France. Un magazine comme lui avait superposé Goldorak avec Adolf Hitler, véridique. Les films de Miyazaki devaient sortir en France au début des années 90 et il y a eu à l'époque un bouquin qui a été écrit par La Royale avec le Télérama derrière qui faisait des éditos sur éditos sur éditos en attaquant le Club Dorothée, le manga dans son ensemble, en traitant les amateurs de ce genre de dessins animés de pédophiles, etc. Enfin, on était vraiment dans une espèce de chasse aux sorcières ahurissante. Avant, j'étais journaliste scientifique au Nouvel Observateur. Et un jour... C'était bien avant Le Seigneur des Anneaux qui sort en film. Ça devait être en 1982.
je dis, on devrait faire un article sur les addicts du Seigneur des Anneaux. Et là, il y avait toute la rédaction du Nouvel Observateur qui était réunie, donc il y avait 120 journalistes quand même. Et il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi le Seigneur des Anneaux? Je me tourne, je dis, bah, tout le monde sait ce que c'est le Seigneur des Anneaux. Puis je me regarde, je regarde tous, il y avait les gens, les grands reporters, les gens des politiques, de la culture, les gens littéraires. Je fais, non, on n'a jamais entendu parler du Seigneur des Anneaux. Il n'y a personne qui a entendu parler du Seigneur des Anneaux. Personne. Alors je dis, bon, bah, c'est un auteur, il est né en Afrique du Sud. Et là, quelqu'un me coupe et me dit, il est né en Afrique du Sud, donc c'est un auteur raciste contre les Noirs. Je dis, non, c'est un pur hasard, c'est un Anglais qui est né en Afrique du Sud. Il fait, oui, non, mais on sent que ça va être un truc pour l'apartheid. Je dis, non, le Seigneur des Anneaux, c'est pas un truc pour l'apartheid. C'est une histoire avec de la chevalerie, avec une quête, avec des elfes. Fait, ah oui, on connaît ça, c'est les jeux de rôle, dit quelqu'un. Et les jeux de rôle, c'est un truc pour les petits fachos. Il me semble pas que le Seigneur des Anneaux ce soit spécialement facho. C'est plutôt une quête initiatique. Puis quelqu'un fait, attends, un truc d'Afrique du Sud pour les fachos, non, on peut pas le mettre dans le Nouvel Observateur. Et voilà. Moi, je sais que ça me fait toujours chier de lire une critique dans Télérama pour prendre le grand Satan emblématique. Je veux dire, au-delà en plus des erreurs factuelles qu'il peut y avoir, le côté, mais c'est quoi cette réflexion à la con du genre, je donne un exemple. Non mais ouais voilà, les amateurs apprécieront, croûte numérique, ce genre de trucs. On sait comment ces mecs fonctionnent, on sait quels sont leurs mécanismes de pensée, on sait quels sont les mots qui leur font plaisir à entendre. Moi c'est un truc que j'ai fait quand j'étais adolescent, je fréquentais des gens qui se voulaient intellectuels, et effectivement quand je leur parlais de zombies, j'y allais à coup de déstructuration du mythe capitaliste. On sait s'adapter, on sait faire ça. C'est pas un problème. Mais au fond c'était me mentir à moi-même. Non, zombies, ce qui est kiffant dans zombies, c'est qu'il y a des zombies. Combien de fois j'ai entendu l'histoire des pyjamas alors que j'essaye de me battre pour dire il y a des trucs super intelligents dans Star Trek. Ils sont quand même en pyjama, reconnais-le. Oui, non, ils sont peut-être en pyjama, mais on s'en fout. C'est là que c'est important effectivement d'avoir ce petit caractère asocial qui fait que finalement tu préfères le rapport que tu as au film à ta place dans le groupe. Le cinéma pour moi c'est la salle, c'est une salle, c'est un moment, c'est une expérience religieuse comme la messe. Et pour moi c'est 2 heures, 2 heures et demie où je suis au plus près de Dieu. Si j'avais pas ça, je serais soit un légume dans une cellule capitonnée ou soit un serial killer. C'est ma religion, c'est ma drogue, c'est ma vie, c'est vraiment ça. Je pense que la vitrine de la culture geek va en se diluant. Elle se dilue dans la production de masse. Elle se dilue dans la généralisation. À mon époque, Spider-Man, c'était BD. Donc Spider-Man, c'est de la BD. Je n'ai jamais imaginé le voir en film. Je pense que celui qui a un peu donné confiance, c'est Blade. Then after Blade, there was X-Men. Then after X-Men, there was Spider-Man. And those movies, became insanely popular and successful financially. And that kicked open the doors for other comic book movies. When Star Wars came out, you had all these kind of like other knockoffs that were like not as good. In the same way now you've got like post Lord of the Rings, you've got every single fantasy adaptation you could possibly want. And like some okay and most like terrible. And you wouldn't have a film like Eragon or whatever it was called. It's like Dragon, but with an E at the start. I mean, Edgar Wright's doing an Ant-Man movie. Never in a million years did you ever think you'd see a fucking Ant-Man movie for the, 10 Ant-Man fans out there. C'est aussi l'arrivée de réalisateurs. Jackson, Sam Raimi, Guillermo del Toro. Tarantino. C'est une génération de réalisateurs qui sont probablement shootés aux mêmes choses que nous. C'est des geeks aussi, quoi, fondamentalement. Et ils ont la tronche, ils ont l'air d'être des geeks. Ils parlent comme des geeks. Ils peuvent être timides comme des geeks. I definitely consider myself a geek. I think I've always been a geek. I've always been quite sort of obsessive about a couple of subjects. I'm still a geek. I'm just older now. I was always a major geek. Steven Spielberg is a fucking geek. George Lucas is a fucking geek. The list goes on and on. Zack Snyder,
is a fucking geek. Nobody makes 300 and is that slavishly devoted to the art on the page unless they're a fucking geek, man. Like, you gotta read that book and be like, this would make an awesome movie one day. And as soon as you got enough juice to pull it off, you go for it. And then follow it up with The Watchmen? Like, come on, dude, that's the geek Bible. It's almost like the studios as well are kind of bowing down to the power of the geek, almost saying, you know what, we don't really understand it, but it seems to be quite popular, so make your film how you want to make it. Do you know what I mean? Because there will be a massive audience for it. In many places, I've seen myself referred to as king of geeks and president of the geeks, and it's always a weird backhanded compliment where I'm like, well, can I be president of the well-liked and thin people? But that'll never happen, so I'll take it. You know, at the very least, I got that going for me. The only difference between me and them is that I made Clerks and suddenly I had a film career, but if I hadn't made Clerks, I would still be them, and I am still them. I'm wearing Simpsons Vans, okay? They sold them in certain stores and whatnot, and I was away working the day they came out. When I got back, of course, they were all gone, so I went on eBay, tracked them down. I put 400 bucks in. Somebody outbid me. So finally, I just kind of contacted the seller directly and was just like, look, let's just cut to the chase. I'll give you $1,000 if you take them off right now. And he was like, done. And, you know, I was like, yes, I won. I got a pair of Simpsons Vans. And then when they arrived there in the mail, they were awesome, they're comfortable, I'm glad I bought them, but I'm like, I can't believe I spent $1,000 on fucking Vans. So I got a really tight relationship with those guys. I mean, those are the cats that employ me. As long as I remain at a certain level, they'll be there for everything and support everything. The moment other people embrace it on a mainstream scale, forget it. They want nothing to do with it anymore, because you're no longer one of them, you're one of them. Hey, bitch! Look at something like the San Diego Comic-Con, okay? It's very tough to actually go to San Diego and find somebody selling comic books anymore. Now it's all about, like, the movie studios go there and kind of show what's coming out next summer. All the networks are lining up with their genre product. Because it's no longer their cool little club. It belongs to the masses at this point. C'est devenu un business, je pense. Mais les fans, ils sont pas contre. Enfin, moi ce que j'en ai vu, hein, les fans sont pas contre, quoi. Voilà. Spider-Man, au monde entier, 1 million de lecteurs, à peu près, on va dire. Voilà, ouais. Qu'est-ce que tu rentabilises un film de je sais pas combien de centaines de millions de dollars avec 1 million de spectateurs? Ils sont obligés de C'est pas fait pour toi, quoi. C'est pas fait pour monde. nous. C'est fait pour plus large que nous. Certains ne supportent pas que Spider-Man 2 ou 3 puisse être vu par autant de monde parce qu'ils n'ont jamais compris ou alors c'est n'importe quoi, ça ne respecte pas à la case près le comic. Bon. Je pense que c'est un réflexe bien naturel de se sentir un peu dépossédé de sa différence finalement. Se dire avant, voilà, moi je connaissais ça, on n'était pas beaucoup, et maintenant tout le monde connaît, voilà, je n'ai plus ma spécificité de geek, ça appartient à tout le monde, quoi. Le fait que, par exemple, certains cinéastes finissent par devenir reconnus et que leur cinéma s'adresse à un public plus large, suffit à certains à les considérer comme des vendus, etc. Ouais, Bon, ça, c'est n'importe quoi. Je sais que, bon, on m'a posé une fois la question des jeunes universitaires qui me disaient « Ouais, mais ça vous fait pas mal au cul que de voir aujourd'hui les mecs se réapproprier les Peter Jackson et autres, etc. » T'as envie de dire « Bah non, enfin, tout le boulot qu'on a fait... » Ça veut dire que ça a marché. Voilà, tout le boulot qu'on a fait, ça a été au contraire dans le sens de faire découvrir un petit peu ces gens-là et qu'ils soient un petit peu pris au sérieux. Donc s'ils le sont, tant mieux. Le vrai problème, pour moi, c'est pas que des Jackson ou des Sam Raimi deviennent des réalisateurs aujourd'hui reconnus. Le vrai problème, c'est que j'ai l'impression qu'on ne les reconnaît pas pour autant. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement respectés parce qu'ils font un maximum de blé, mais qu'on continue à les regarder un petit peu de traviole et un petit peu de haut, quoi. Une vraie œuvre geek doit être une œuvre qui se démarque par son originalité. Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre originale. Matrix, c'est une œuvre originale. La Guerre des Étoiles, c'est une œuvre originale. Blade Runner, une œuvre originale. 2001, sont des œuvres qui se démarquent complètement de ce qui existait avant. Si c'est juste des produits, dans ce cas, ça retombe dans le monde de la consommation. Je peux plus regarder du Star Wars. Je peux plus, c'est fini. Même à New Hope, Empire Strike Back, tout ça, je peux plus. C'est un univers que je peux plus voir. Pourquoi? Pas simplement à cause de la prélogie, c'est aussi du fait que bon
tu sens le créateur derrière qui a plus rien à dire et qui au final à l'époque tu te demandes s'il avait vraiment quelque chose à dire, si c'est lui qui avait à dire ces choses-là. Il a niqué complètement son univers à lui. Oui, nous avons... franchement, et surtout comme disait l'épisode 3. Et avec 2 bras même, tu vois. 120 000 à sec et puissance 1000 quoi. Les vrais fans hardcore qui se sentent trahis par la nouvelle trilogie plus récente, et ben dans 20 ans, il y aura les mêmes gens, le même genre de personnes qui auront leur âge et qui seront aussi fans de la première trilogie qu'eux ont pu l'être de Luke et Han Solo. Quoi. Jar Jar Binks, il sera hyper culte. Peut-être. Mais si. Mais bon, quand on aura vu Goldorak, machin, comme je disais, quoi, les Lego, en long métrage, quelle va être la nouvelle vague de ça? Parce qu'il y en aura une, forcément. Mais quelle va être la nouvelle vague de ça? En quoi est-ce que quelqu'un qui a 5-8 ans aujourd'hui va venir me dire un jour, attends, ton monde, on n'en a rien à branler, quoi, c'est bon, on en a soupé. Au choix. Avant, je vais décliner un poème. Oui. Papillon dans le soir, azur qui décline, la fin de la vie. Vous avez vu ce qui vous attend, hein? You start leaving a lot of the geek world behind when you get married, I found. I had every Batman animated piece that was ever made at the Warner Brothers store, every piece. And each piece went for like $200 to $500. And you're talking about easily 100 different pieces. I spent a shitload of money on that artwork. And it used to be hanging up in my fucking apartment and whatnot. I had so much of it, it would just lay against walls because I'd ran out of wall space. I got married, and a year later, that all went away. Like, all of a sudden, all my, and she wasn't like, this shit's going or you're never getting any pussy. It was very subtle, where she was just like, do you really need this stuff anymore? Like, it'd be nice to put up some family pictures. And I was like, yeah, I guess I can start eBaying some of it. And one day, it was just all fucking gone. C'est un de nos gags récurrents avec les potes, c'est qu'est-ce qu'on fera quand on sera à la maison de retraite? Mais moi, je m'imagine tout à fait, encore vieux, à jouer à Street Fighter 2, dans mon rocking chair. Le geek ne vieillit pas, parce que l'imaginaire n'a pas de limite. Il n'y a pas un moment où on dit, tiens, tout mon imaginaire est rempli, j'ai plus besoin du tout d'apprendre quoi que ce soit. J'ai l'impression au contraire que plus je vieillis et plus je suis alerte vis-à-vis de ces trucs. En fait, ces dernières années, j'ai l'impression d'avoir plus découvert de films, de dessins animés, de séries, de tout ce que tu veux, qui ont ouvert mes horizons, que je ne l'avais fait dans la décennie précédente. Toute une vie ne suffit pas à lire tous les livres, à voir tous les films intéressants et à vivre toutes les aventures d'ouverture d'esprit suffisant pour un être humain. Tant qu'il y aura de la passion, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour défendre une certaine vision du cinéma, de la littérature, de la BD. Voilà. C'est Spielberg, à mon avis, qui a commencé à mettre en scène des enfants intéressants alors qu'ils étaient petits, gros et rêveurs, et qui se faisaient taper. Lui, il y a cru à ça, il l'a vu, ça. Les forts en foot, c'est eux les glandus. Ce que je crois personnellement. Et bon, chacun son truc. Hein. Mais non, ça, on a la raison pour nous maintenant, je pense, pendant un petit moment. Je crois que d'une certaine manière, les geeks sont forcés de gagner. Parce que s'ils ne gagnent pas, ce sera le monde terne partout. Vous savez, le monde de la pilule, de la mauvaise pilule dans Matrix qui gagnera, c'est-à-dire les gens vivront avec pour seul rêve les actualités de 20 heures. Parce que nous sommes un groupe, nous sommes un peuple, nous sommes la force. Nous avons été façonnés pour défendre nos libertés. C'est face à l'adversité que nous nous sommes forgés. Nous nous battons sans pitié. Personne ne nous imposera un destin que nous ne voulons pas. Regardez-les. Ils seront les champions de l'humanité, en première ligne s'il le faut, pour défendre les valeurs communes de toute l'humanité.